Des vagues démesurées effacent des côtes entières, pendant que, en Égypte, Naja et ses alliés dressent des pyramides pour tenir l'axe de la terre. Autrefois colossaux, les corps se font lourds, l'air se raréfie, la mémoire s'effrite. Reste une mission, préserver l'équilibre et laisser des traces lisibles. Deux mondes que tout oppose se heurtent. Cela se passe il y a environ 200 000 ans. La Terre porte ses vibrations changeantes. Le monde de Naja, lui, rayonne d'une harmonie patiemment construite. Le choc brutal entre ces fréquences renverse l'équilibre d'un univers jusque-là raffiné, mais vulnérable. Les ondes se propagent comme des vagues noires à travers les structures fines de sa civilisation. Ces secousses ne naissent pas du hasard. Elles montent des basses fréquences, des vibrations lourdes et agressives produites par les explosions nucléaires, les actions destructrices et l'exploitation sans fin des ressources dans le système solaire. Des races jeunes, peu évoluées, en sont la source. Parmi elles, les Martiens. Leur appétit ouvre la voie à des résonances qui fissurent la perfection fragile du monde de Naja. Alors, Naja décide d'avancer. Il quitte la sécurité de son univers pour regarder la Terre et ses alentours en face. Il observe un théâtre en perpétuelle évolution, où l'on a tenté, sur des planètes encore jeunes, de créer de nouvelles espèces. Trop souvent, ces essais ont mal tourné. Les lignes de force ont été forcées, les équilibres rompus, les environnements marqués. Mars apparaît comme un exemple à vif. Ses habitants ont ravagé leur propre monde. Ils convoitent désormais la Terre, attirés par ses richesses et par la promesse d'un recommencement. Naja suit ses indices, relie les causes et les effets, et mesure l'ampleur d'un désordre qui dépasse sa seule patrie d'origine. Dans ce tumulte, un affaissement gagne les siens. La torpeur s'installe, gestes ralentis, pensées engourdies, réactions retardées. Il ne s'agit pas d'une simple fatigue, mais d'un signe profond que leur organisme et leur esprit cèdent sous la pression des basses fréquences. La civilisation raffinée qui les portait se trouve soudain moins réactive, moins capable de tenir tête aux forces adverses. Le déclin commence ici, dans cette lenteur qui pèse sur chaque décision. Pourtant, Naja ne renonce pas. Il refuse de laisser l'effondrement sceller le destin de son peuple et d'un système plus vaste. Sa démarche est claire. Comprendre ce qui a faussé la balance, puis corriger. Il sait que la Terre et son voisinage contiennent une part du problème, mais peut-être aussi une part de la solution. Entre désespoir et lucidité, il se fixe une mission, préserver sa civilisation et chercher une harmonie durable entre deux mondes qui se heurtent. La quête naît ainsi, sans annonce grandiloquente. Un pas après l'autre, il suit la trace des fréquences, identifie leurs sources et se prépare à agir. Car si la collision a révélé la fragilité des équilibres, elle a aussi mis au jour ce qui les relie. Naja avance, décidé à transformer le choc en compréhension et la compréhension en réparation. Dans une ère très ancienne, bien avant les derniers 200 000 ans, une équipe dévouée se met à l'ouvrage. Sa mission est claire, rendre le système planétaire à nouveau viable, en accord avec les principes qui gouvernent l'univers. Le chantier commence par la base. Une vie végétale renouvelée est implantée. Graines choisies une à une, espèces prévues pour nourrir la terre, revitaliser les sols et préparer l'arrivée des animaux. Vient ensuite une palette animale tout aussi pensée. Elle ne vise pas seulement la diversité, mais aussi la sécurité d'un milieu fragile. Chaque introduction cherche l'équilibre, que l'écosystème s'enrichisse sans laisser place à des menaces démesurées. Puis, il y a un peu plus de 150 000 ans, d'autres membres de l'équipe déploient une première race humanoïde. Elle possède une capacité singulière. Se prolonger par elle-même, se réincarner de génération en génération et ainsi poser les bases d'une civilisation durable. Cette race, connue aujourd'hui sous le nom de Cro-Magnon, porte un potentiel immense. Mais au fil des millénaires, la trajectoire se brouille. Loin de sa mission première, elle glisse dans une dégénérescence graduelle. Pour ses créateurs, c'est un échec désolant. Face à ce demi-échec, Naja décide d'intervenir en personne. Son rôle, porteur de savoir et de puissance, l'amène à repenser les structures de cette civilisation naissante. Il s'associe à une équipe de généticiens qui travaille déjà sur un nouveau prototype humanoïde, conçu pour dépasser tout ce qui a été tenté jusque-là. L'objectif est audacieux, faire émerger des êtres plus intelligents, plus adaptables, capables de prospérer dans les conditions particulières de la Terre.
Les circonstances exigent de s'adapter. L'équipe choisit de transférer des spécimens sur Terre avant la fin de toutes les épreuves réglementaires. C'est un pari risqué, une entorse aux normes que Naja justifie par l'urgence ressentie pour sauver sa civilisation. Il reconnaît pourtant que cette urgence n'est pas aussi pressante qu'il le laisse entendre, mais le besoin d'agir reste, lui, incontestable. Environ 35 000 ans avant l'époque actuelle, Naja débarque sur la planète bleue avec son équipage. Il apporte une population de plus de 2000 humanoïdes, créés avec soin en laboratoire. Cette nouvelle race a été testée dans un environnement analogue à la Terre, sans affronter toutefois les épreuves les plus redoutables, conséquence directe de l'empressement. La visée est nette. Élever le taux vibratoire de la Terre, c'est-à-dire son niveau global de vibration, indice de l'harmonie d'un milieu, dans un monde devenu hostile en apparence. Ici, de multiples tentatives ont déjà échoué. Depuis des éons, les essais pour installer une vie florissante et stable n'ont pas tenu. Naja dit pouvoir accéder à l'histoire d'avant, mais il choisit de ne pas s'y attarder. Sa véritable implication ne remonte pas au-delà de cette ère récente. Alors, une nouvelle réorganisation s'engage. La flore est revue, la faune réajustée et l'espèce humanoïde elle-même est corrigée. Cette révision implique, non sans regret, l'élimination d'espèces nuisibles qui menacent l'équilibre des trois règnes. Le sacrifice paraît dur, mais il est présenté comme nécessaire pour qu'une lignée humaine puisse évoluer sans obstacle majeur. Avec cette nouvelle lignée, l'ambition grandit. Il s'agit de faire naître une grande civilisation qui s'étendra avec le temps sur les continents alors émergés. Une humanité renouvelée devrait s'y déployer à grande échelle, toucher terres et océans et poser les fondations d'un futur plus durable. Ici, l'expérience n'est pas un simple essai, c'est une promesse d'ordre, construite pas à pas, pour que la Terre retrouve un milieu capable de porter la vie et l'esprit. Dans les sphères du pouvoir, la lignée de Naja règne. Elle se distingue par une stature imposante, parfois jusqu'à 3 fois celle des humanoïdes introduits sur cette planète, et pour certains par une peau bleutée. La taille n'est pas qu'un trait, elle indique la pureté d'origine. Dans cette civilisation, la noblesse se lie dans les corps. La couleur comme la hauteur suffisent, le plus souvent, à installer respect et obéissance. Être très grand donne de l'assurance et une présence qui s'impose. Mais ce privilège exige de la maîtrise. La puissance sans humilité dévie vite vers l'abus. Dans le monde d'origine de Naja, la grande taille reste un symbole de leadership. Cet avantage se retourne pourtant contre les siens lorsque déferlent les basses fréquences, des énergies inharmonieuses qui ralentissent le métabolisme et troublent le rythme vital. Les plus grands fléchissent en premier, leur constitution même les rend plus vulnérables à ces perturbations. Là-bas, dans son milieu d'origine, Naja possède un privilège rare, la métamorphose. Au besoin, il adopte la créature la plus utile à la situation. Sa forme quotidienne reste celle d'un être bipède aux traits reptiliens, peau bleutée, 6 doigts aux mains comme aux pieds. Ce don n'est pas un simple signe distinctif, c'est un attribut de caste, réservé aux dirigeants et aux sages chargés d'harmoniser la civilisation. Sur d'autres planètes, sa mission obéit à une éthique, intervenir à demande officielle, sauf lorsque la menace dépasse le monde concerné. Le rôle de Naja est donc médiateur. Il sait rassurer et apaiser en choisissant l'apparence qui met en confiance. Mais lorsqu'il parvient sur Terre, il y a plus de 30 000 ans, un défi se dresse. Pour habiter un corps plus dense, il doit abaisser ses propres fréquences. Son monde n'est pas seulement ailleurs, il vibre à un autre niveau. Ici, certains attributs demeurent, d'autres déclinent. La métamorphose instantanée ne suit plus, du moins pas directement. Reste une alternative, influencer les perceptions. Naja projette alors dans le mental d'autrui l'image de l'apparence souhaitée. En concentrant sa pensée sur une forme, il l'intègre et la transmet à ceux qui l'entourent. Le monde, pour eux, ne change pas. Seule leur vision de Naja se modifie. Ce pouvoir est neutre, tout dépend de l'intention qui le guide. Beaucoup de peuples isolés, restés sur leur planète d'origine, n'ont jamais croisé d'êtres fondamentalement différents. Leur méfiance surgit vite, nourrie par la peur et parfois l'hostilité. Naja le sait. Pour dépasser ce réflexe, il choisit les formes qui apaisent. Il avance avec mesure, gagne l'écoute,
et rappelle par sa simple présence que l'altérité peut être un passage, non une menace. Ici, la grandeur n'est plus seulement une taille. C'est une discipline face aux forces qui abîment et une patience face aux regards qui se ferment. Dans bien des cas, influer sur la perception de l'autre est la meilleure, parfois l'unique, façon de s'intégrer incognito dans un monde nouveau. Cette influence psychique consiste à projeter dans l'esprit d'autrui l'apparence souhaitée. Elle ne change pas le monde autour, seulement la façon dont on le voit. Elle sert aussi de protection pacifique, une alternative à l'usage d'armes défensives réservées aux cas extrêmes. Sur Terre, Naja choisit une stature environ un tiers plus grande que celle des nouveaux terriens placés sous sa tutelle. Cette différence installe un respect naturel et facilite une influence durable. Mais la grandeur physique ne vaut rien sans grandeur intérieure, un code moral élevé, un engagement sincère, continu. La taille peut nourrir une fierté, voire un orgueil hérité. Chacun doit veiller à ce que ce privilège n'autorise ni contrainte ni abus. Le respect reste la finalité, non l'oppression. La dernière race d'humanoïdes introduite présente une taille moyenne impressionnante, entre 7 et 9 pieds, et une longévité pouvant atteindre environ 800 ans. À cette époque, la faune terrestre est plus grande. Beaucoup d'animaux doublent la taille de leurs descendants actuels. Plusieurs facteurs l'autorisent. Un taux d'oxygène plus élevé, une inclinaison de l'axe moindre, une rotation de la planète légèrement plus rapide. Dans cet environnement, les corps d'exception s'épanouissent. Naja conserve cette grande stature pendant des millénaires, puis il se conforme aux proportions terriennes pour s'intégrer davantage. Longtemps, la hauteur est perçue comme un signe d'évolution, un marqueur de respect presque instinctif, l'image d'un dirigeant ou d'un sage. Aux yeux des siens, la relation aux humains a quelque chose de paternel, tendresse et compassion, mais aussi rigueur et autorité. L'image du père aimant, protecteur mais ferme, résume ce rôle. La taille aide à tenir l'ordre, à tempérer les opposants, à rassurer les plus faibles contre les menaces extérieures. Un souvenir diffus demeure chez les peuples humains, celui d'un temps où la grande taille semblait immortalité, associée à des dirigeants de connaissance et de sagesse hors de portée. Pourtant, cette race décline elle aussi après quelques millénaires. La longévité qui paraissait un atout devient un piège. Vers 200 ans, le métabolisme entre en léthargie, insensible aux stimulants. Les corps se figent jusqu'à l'inopérance. Les jeunes doivent soutenir une population vieillissante devenue dépendante. Pour y remédier, plusieurs manipulations génétiques sont tentées afin de réduire l'espérance de vie. Un compromis s'impose autour de 200 ans. Ce choix reflète la force des lois terrestres. Même les êtres les plus évolués doivent s'y plier. Autour des résidences de l'élite, des bâtiments culturels et des places commerciales, les grandes villes respirent l'ordre. Les échanges sont fluides, la culture circule, l'abondance apaise les tensions. Mais à mesure que l'on s'en éloigne, le décor change. La périphérie durcit les gestes. Le quotidien devient lutte. La survie crispe les relations. Le sectarisme grandit. Les inégalités se creusent. Des luttes de pouvoir s'installent. La cohésion planétaire se fissure. Naja et ses représentants le constatent. Maintenir le contrôle d'un territoire qui s'étend et se transforme sans cesse devient impossible. Une sensation tenace le hante. Quoi qu'il fasse, la planète semble émettre une énergie sombre, c'est-à-dire une vibration lourde et perturbatrice qui dévitalise les efforts d'harmonisation. Environ 10 000 ans après leur arrivée, une ancienne civilisation alliée intervient. Elle connaît Naja et voit le déclin des humains de la Terre, ceux que l'on nomme aujourd'hui Homo sapiens. Ces émissaires sont plus grands encore que les dirigeants en place. Leur peau pâle, leurs cheveux roux flamboyants et leur assurance attirent tous les regards. Leur fierté peut frôler l'orgueil, mais leur influence s'avère décisive. Ils élèvent le niveau vibratoire, le degré global de vibration d'un milieu, indice de son harmonie, et posent les bases de civilisations admirées, durables, respectées. Ces alliés viennent d'une planète de la Confédération galactique, un monde de haute fréquence, des vibrations fines et stables. Généreux, ils prennent sur eux la mission d'améliorer l'état vibratoire d'une Terre encore marquée par un passé tumultueux. Naja le rappelle,
Sa connaissance intime du système solaire couvre les 200 000 dernières années avec 2 phases de transplantation d'humanoïdes. Les archives consultées suggèrent d'anciennes tentatives de colonisation bien antérieures à son action. Dès son arrivée, une donnée est connue. La Terre subira un déséquilibre de son axe environ 15 000 ans plus tard. Ce basculement cyclique, une instabilité de l'orientation planétaire, annonce des catastrophes d'une ampleur rare. La date exacte s'est perdue pour Naja, mais les sages de l'époque la maîtrisaient. Ce cycle répète une histoire ancienne. La planète n'a jamais vraiment récupéré d'un choc antérieur qui a fragilisé son axe. Les habitants de Mars, jadis prospères, portent une part de responsabilité. Le cycle revient tous les 15 000 ans. Les forces cosmiques l'amplifient à chaque passage. Il aurait été possible de modérer ces secousses. Pourtant, les autorités de haut niveau décident de laisser la Terre dans cet état précaire. Selon elles, cette fragilité permettrait à la planète de s'auto-purifier si la mission échoue. La crainte d'une décadence vibratoire, nourrie par toutes les formes de vie terrestre, devient un enjeu majeur. Quand l'échéance approche, les peuples migrent. Ils quittent les côtes, s'éloignent des failles géologiques et des volcans actifs pour chercher des terres plus sûres. Les secousses se multiplient. Chaque tremblement dépasse le précédent. Les jambes vacillent. L'air se charge d'électricité. Une odeur d'ozone forte et oppressante monte au nez et donne la nausée. L'événement marque tous les êtres présents. Il s'inscrit dans la mémoire collective et jusque dans le tissu vibratoire de la Terre. Rien n'efface aisément une telle empreinte. Elle rappelle que l'ordre est précaire et que chaque cycle peut, en un instant, rebattre la carte des mondes. À l'approche de l'échéance, Naja se réfugie en Égypte avec ses plus proches collaborateurs. Le territoire est alors un havre verdoyant, fertile, paisible, promesse d'abri. Mais quand le désastre frappe, la terre entière se secoue. En quelques jours, des tsunamis déferlent, des îles s'engloutissent, des côtes disparaissent, d'autres terres émergent. Le visage du monde se remodèle sous la force des éléments. Ce premier choc n'est qu'un prélude. Pendant des siècles, le climat s'emballe. Pluies diluviennes, sécheresses implacables, tempêtes d'une intensité inconnue. Vivre devient une épreuve. Chaque espèce affronte un test sans relâche. La planète elle-même vacille. Son orbite entre dans une phase chaotique et la rotation ralentit. Ce freinage affecte les rythmes naturels et ouvre un âge de déclin pour de nombreuses espèces, humaines comme animales. À commencer par les géants. L'atmosphère change, l'oxygène se raréfie. Les êtres de grande taille cèdent. Chez les plus grands humanoïdes, tout devient lourd. L'air manque aux poumons, le cœur bat plus lentement, chaque mouvement hésite. Les corps autrefois agiles se font gauches. Les maux de tête s'installent, la tête tourne, l'irritabilité gagne. Une hébétude sourde progresse, d'abord chez les plus faibles, puis partout. La fatigue chronique ronge l'intelligence, efface le savoir accumulé et laisse des esprits confus. L'âge paradisiaque, créatures imposantes, végétation luxuriante, devient souvenir flou. La vitalité des êtres dépendait d'une symbiose délicate avec l'environnement. Le gigantisme tenait à des causes naturelles complexes, trop souvent sous-estimées. Naja a pressenti la vague. Il adopte un corps plus petit, plus résistant aux bouleversements. Sa capacité à prolonger indéfiniment la même enveloppe s'est éteinte. Il recourt à la transmigration, le passage de sa conscience d'un corps à un autre pour assurer la continuité de sa mission. Le lien demeure, mais il s'affaiblira avec le temps. Dans la tourmente, les siens et lui sauvegardent ce qu'ils peuvent. Archives et technologies sont transportées vers des lieux sûrs afin d'être transmises. Pourtant, seule une fraction de ces connaissances survit. La durée des perturbations, plus extrême que prévu, anéantit une large part de cet héritage. La Terre continue de se détériorer. Les plantes jadis robustes se font rachitiques, y compris celles qui nourrissent les humains. Les récoltes diminuent saison après saison. L'incertitude s'installe au cœur de la subsistance. Parmi les espèces animales, les derniers dinosaures géants disparaissent naturellement. Les plus dangereux pour la lignée de Naja avaient été éliminés avant son arrivée. Naja l'indique sans s'y attarder. Le cadre temporel admis par les experts pourrait être considérablement raccourci pour se rapprocher des véritables événements. Ici, la grandeur décline, non par caprice, mais par loi d'ensemble.
L'équilibre se négocie désormais avec moins d'oxygène, moins de force et plus de mémoire perdue. Naja persévère, porté par une seule résolution: préserver ce qui peut l'être, pour que quelque chose demeure quand les cycles auront fini de retomber. Naja prévient. Il alerte les dirigeants géants sur les risques qui s'annoncent. Beaucoup doutent, quelques-uns écoutent, mais l'orgueil des autres les aveugle et accélère leur perte. Les années passent, le climat reste chaotique, imprévisible, les humains s'épuisent, la vie se résume à tenir chaque jour. L'espoir s'amenuise et le pessimisme gagne. L'élite entend les plaintes sans pouvoir y répondre seule. Dans l'esprit de beaucoup, le pouvoir devrait encore rimer avec capacité illimitée. La réalité est plus dure. Les techniciens capables d'entretenir les anciens appareils ont été décimés. Le savoir s'est effiloché. Alors, une décision s'impose: lancer un projet planétaire. Naja et les siens s'associent à une troisième race extraterrestre bienveillante. Leur technologie peut compenser les pertes. La solution prend la forme d'une ceinture de pyramides édifiée sur toute la planète, alignée le long d'une ceinture énergétique posée sur des veines telluriques, des courants d'énergie du sous-sol. Leur objectif est clair: capter les énergies cosmiques, les concentrer et les diriger vers le cœur de la Terre pour stabiliser son axe. Les savants savent qu'un cycle reviendra dans environ 15 000 ans. Il faut des mesures durables. La fonction originelle des pyramides est précise: capturer l'énergie présente dans l'atmosphère, la canaliser et l'insuffler dans les veines de la Terre afin d'assurer une stabilité au long cours. Dans leur structure, les bâtisseurs déposent aussi une part de savoir et un message d'avertissement. Attention au déplacement cyclique des pôles magnétiques. Pour construire vite et juste, ils mobilisent une technologie d'antigravitation, un procédé qui annule le poids apparent des blocs. Un appareil portatif permet de soulever et positionner chaque pierre selon le schéma prévu. Un autre outil vient fondre légèrement les bords pour un ajustement parfait. Ainsi, des montagnes sont découpées, transportées, puis réassemblées en respectant l'orientation des pierres. Certaines pyramides reçoivent un revêtement extérieur conçu pour laisser passer l'énergie tout en la retenant à l'intérieur. D'autres abritent au cœur un condensateur complexe, un dispositif qui emmagasine l'énergie pour la restituer, doté d'un cristal en forme de diamant multifacetté. Le cristal capte, concentre et amplifie le flux, ce qui renforce la puissance stabilisatrice de l'édifice. Le but est double: offrir à la Terre un rempart contre les fluctuations cosmiques et laisser un témoignage de savoir à ceux qui viendront après. Malgré l'avance technologique, l'entreprise reste titanesque et requiert beaucoup de monde. Peu à peu, les effets se font sentir. Le climat retrouve une stabilité relative, un espoir fragile revient dans les populations. Mais les plaies sont profondes. La nature porte encore les marques des secousses. Surtout, les géants paient le prix le plus lourd. Leur déclin s'est engagé sans retour. Et dans la lumière pâle qui tombe sur les faces lisses des pyramides, on comprend que ces pierres ne sont pas seulement des monuments. Ce sont des garde-fous dressés contre le chaos et des mémoires posées pour que l'oubli ne gagne pas tout. Parmi les géants, certains résistent mieux. Ce sont ceux issus de croisements directs avec les humains introduits 15 000 ans plus tôt. Ils survivent, mais pas indemnes. Leurs corps et leurs esprits portent la marque des bouleversements. Les siècles passent et la dégradation s'installe. La climatologie hostile, la mémoire qui s'efface, la force qui décline, tout pousse vers la tension. Beaucoup deviennent belliqueux, non par goût de la guerre, mais parce qu'ils n'acceptent pas la chute de leurs capacités. L'orgueil se crispe. La frustration déborde. Ici ou là, des peuplades à la taille encore légèrement supérieure à celle des humains actuels prospèrent un temps. Puis, la nature impose sa loi. De génération en génération, elles rapetissent. Les derniers véritables géants incapables de s'adapter glissent vers l'isolement. La solitude, nourrie par des accès de colère, mène parfois à des actes destructeurs. Quelques survivants sombrent jusqu'au cannibalisme. Dans les récits transmis, ils deviennent les ogres, figures affaiblies d'une race autrefois glorieuse. Naja a traversé ces âges. Il a vu des civilisations s'élever, briller, puis décliner. Au milieu des géants, il compte parmi les plus petits, environ un tiers plus grands que les terriens. Autour de lui, vivent des êtres 3 à 5 fois sa propre taille. Longtemps,
La taille a symbolisé une intelligence supérieure et une force au service du bien commun. Avec la puissance venait une responsabilité. Le temps a poli cette mémoire. Ce qu'il en reste, aux yeux du plus grand nombre, ce sont des monuments colossaux et des souvenirs flous. On imagine les géants maladroits, de tempérament difficile. Pour Naja, le souvenir demeure vif. Au-delà de la force, il y avait une discipline et un idéal. Il pourrait évoquer les travaux de ses ancêtres, lancés depuis environ 200 000 ans dans l'exploration du système solaire, transplantant des végétaux et introduisant des animaux. Il note que la chronologie terrestre pourrait être moins étendue que ce que soutiennent certains chercheurs. Mais ce débat n'a pas sa place ici, et il n'avance aucune information sur d'éventuelles civilisations humanoïdes antérieures à cette ère. Au fil de ses voyages, Naja a rencontré des formes de vie qui défient l'imagination. Des créatures gigantesques dont la taille se compte en kilomètres. D'autres, minuscules, à peine quelques millimètres. Toutes, pourtant, possèdent une intelligence suffisante pour bâtir selon des critères que l'on reconnaîtrait comme civilisationnels. Reste l'essentiel, savoir discerner au-delà des apparences, chercher l'intelligence profonde, la bonté qui habite, l'évolution de la conscience. Les corps sont des archives vivantes, ils portent des traces fines d'une histoire longue. Dans les yeux, on peut lire plus qu'une émotion, on y devine un niveau d'empathie, la reconnaissance de l'autre dans son altérité, l'ouverture à la différence. On peut mesurer l'évolution authentique d'un être à sa curiosité face à l'inconnu. Pour celui qui progresse, l'inconnu n'est pas une menace. C'est une opportunité de grandir, de se relier à une conscience plus vaste. Et c'est dans cette ouverture, patiente, exigeante, que se dessine l'issue possible à la déchéance. Un chemin où la taille ne dit plus la valeur et où la dignité se mesure à la capacité d'accueillir ce que l'on ne connaît pas. Naja conclut en présentant une part de son histoire telle qu'il la vit et telle qu'il la perçoit. Il rappelle qu'un autre observateur des mêmes faits pourrait en dresser un récit différent. Deux êtres assistent au même phénomène et leurs versions peuvent diverger, parfois jusqu'à paraître contradictoires. C'est, selon lui, une marque de l'humanité, la multiplicité des angles, la richesse d'une expérience individuelle qui ne se réduit pas à une seule voix. Cette subjectivité assumée ne l'autorise pas à dire autre chose que ce que ses sens ont capté et que sa mémoire a conservé. Il espère n'avoir pas embelli son rôle. Il demande seulement que l'on entende sa sincérité. À cet instant, Naja remercie Colin. Il salue l'espace qui lui a été offert, la liberté de s'exprimer, l'ouverture d'esprit peu commune. Il reconnaît que la communication entre eux n'est pas toujours aisée. Traduire ses perceptions au travers des limites du langage humain tel qu'il existe aujourd'hui demeure une épreuve. Malgré cela, il poursuit l'effort, convaincu qu'un pont peut se construire entre des mondes qui ne parlent pas exactement la même langue. Son souhait est simple, que ce témoignage apporte une compréhension accrue de vos origines et de l'héritage transmis. Non une certitude close, mais une lumière de plus sur ce qui vous précède. Il confie ses mots au temps pour que d'autres y trouvent peut-être la trace de ce qui demeure quand les cycles ont fini de retomber.